Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes réunis aujourd'hui autour de questions d'actualité et nous avons en face de nous un homme, une personnalité qui est à mesure de nous accompagner parce que nous allons parler du plan de Marshall ou du plan de la reconstruction de la République démocratique du Congo. Et ce plan a été élaboré par M. Noël Tchanima Djanvita. Il est économiste international. Il a l'avantage d'avoir été candidat président de la République pour l'élection de 2018. Et à ce titre, il nous revient avec des idées assez précises en tant qu'économiste. Il s'est dit que le pays, a près de 59 ans d'indépendance, qu'on n'a pas fait grand-chose, on n'a fait que tournoyer. Et il s'est dit, il faut des solutions, une thérapie de choc. Et la thérapie de choc qu'il nous propose, le plan Marshall pour la République démocratique du Congo. Monsieur Tchani, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir à la RTNC. C'est cela. Nous aussi, nous sommes contents de vous recevoir parce que vous apportez du neuf et le neuf que vous apportez, le plan Marshall. Quelle imagination! Oui, effectivement, j'apporte le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, une vision de développement que j'ai conçue de ma propre main avec la participation de beaucoup de nos compatriotes congolais dans la diaspora, mais également ici en République démocratique du Congo. Je suis parti de mon expérience professionnelle d'abord. J'ai passé 38 années en tant que banquier commercial, banquier d'investissement et banquier de développement à New York et à Washington. J'ai travaillé sur les 5 continents, sur 85 pays différents, et j'ai aidé certains pays à se développer, à sortir du sous-développement pour devenir des pays émergents ou des pays relativement développés par rapport à la RDC. Avec cette expérience, j'ai regardé le cas de notre pays, la République démocratique du Congo, et je me suis dit, depuis 1960 jusqu'à ce jour, nous tournons en rond. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme étant l'un des pays les moins développés de la planète. Quand on regarde le classement de tous les pays du monde, en utilisant comme critère le produit intérieur brut par habitant, nous sommes 224e sur 226 pays. Nous sommes à la queue. Quand on regarde donc le niveau de vie de la population, nous avons une population qui est littéralement clochardisée. Nous avons 85% de la population active au chômage. Nous n'avons pas d'infrastructure. On a moins de 10% de la population congolaise ayant accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services de télécommunications. Bref, le Congo démocratique est très sous-développé aujourd'hui. Je me suis dit, que faire pour sortir notre pays du sous-développement pour qu'il devienne pays émergent en l'espace de quelques années, en l'espace de 15 ans. Et pour cela, je propose donc cette vision de développement qu'on appelle donc le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. C'est assez risqué lorsque le gouvernement dirigé par le Premier ministre Matata Ponyo parlait d'un plan de près de 30 ans, d'ici 2030. Mais vous dites carrément 15 ans. Par quel miracle? Eh bien, je pense qu'il y a une différence entre moi et Matata Ponyo. Je suis un spécialiste de développement, Matata Ponyo ne l'était pas. Matata Ponyo est allé à utiliser les caisses de l'État pour construire donc Kindu Maniema au détriment du reste de la République. Moi, je ne ferai pas des choses comme ça. Donc, il y a une différence. Moi, je suis un spécialiste de développement. J'ai aidé des pays qui sont devenus des pays émergents. Je sais de quoi je parle parce que je l'ai fait ailleurs. Je vous donne l'exemple. Mon livre, le plan Marshall, donc la force du changement, bâtir un pays plus beau qu'avant, est préfacé par l'ancien président du Sénégal, Abdoul Diouf, qui m'a vu à l'œuvre chez lui au Sénégal. Je les ai aidés et le Sénégal aujourd'hui est très avancé par rapport à la RDC. Deuxième exemple, les îles du Cap-Vert. Quand j'ai commencé à travailler sur les îles du Cap-Vert, le PIB par habitant était de 170 $. 20 ans plus tard, le Cap-Vert a un PIB par habitant de 7000 $. Donc, je l'ai fait ailleurs, pas dans un pays, mais dans 85 pays. Quand je dis que c'est possible d'utiliser les ressources naturelles de la RDC, de mobiliser la population congolaise pour développer la RDC en 15 ans, c'est faisable. Et je suis convaincu que si nous travaillons ensemble, nous allons y arriver, car je pense que l'impossible n'est pas congolais. Quand vous dites l'impossible n'est pas congolais, ce qui signifie, travailler ensemble signifie avoir un même diagnostic des problèmes. Est-ce que les problèmes sont diagnostiqués de la même manière? Avons-nous tous identifié les problèmes tels que vous les avez perçus? Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu un seul Congolais qui considère que la RDC est un pays développé.
je crois que le diagnostic il est le même pour tout le monde. J'ai entendu par exemple les gens qui sont au pouvoir, même le président de la République, il fait le même diagnostic. La société civile, les entreprises du secteur privé, tout le monde est unanime que la RDC a été très mal gérée et très sous-développée aujourd'hui et que la population est clochardisée et que le chômage, c'est un chômage donc de masse. Il faut changer cette situation. Donc le diagnostic, pour la plupart des gens qui sont objectifs, ce diagnostic, il est le même. Mais comment la RDC s'est retrouvée là? La RDC s'est retrouvée là par une combinaison de facteurs. D'abord, nous avons eu un mauvais leadership depuis 1960 jusqu'à présent. Nous avons connu 4 chefs d'État avant celui-ci, et ces chefs d'État se sont servis à la caisse au lieu de pouvoir travailler pour le peuple congolais. Ensuite, nous avons manqué d'institutions. Nous avons connu des périodes où on ne sait même pas qui fait quoi dans notre pays. Les institutions congolaises sont très fragiles, n'existent que 2 noms. Au-delà de cela, nous avons manqué de vision de développement. On ne sait pas pourquoi. Vous parlez, avant d'y arriver, vous parlez des institutions. Vous faites allusion à quoi? Je fais allusion, par exemple, à nos institutions publiques telles que, vous savez, je donne l'exemple, les ministères aujourd'hui. C'est quand même étonnant qu'après 60 ans, après l'indépendance, aujourd'hui nous parlons que le CACH et le FCC sont en train de pouvoir faire la structure du gouvernement et ils vont répartir des fonctions, des postes. Mais la structure du gouvernement, on devait avoir une structure qui est constante, qui reste la même, qu'on passe donc des mandats présidentiels à un autre. On devait avoir, par exemple, disons, 25 ministères bien connus de tout le monde. Pourquoi on doit inventer la lune tout le temps? Et chaque fois qu'on crée de nouveaux ministères, ces ministères-là, ils n'ont aucune documentation, ils n'ont aucune infrastructure, ils n'ont pas de ressources humaines, ils ne savent même pas par où commencer. C'est ça que je dis, que j'appelle donc le manque d'institutions stables et crédibles pour soutenir donc le développement du pays. Au-delà de cela, nous avons manqué de vision de développement. Les Congolais ne savent pas pourquoi leur pays travaille, leur gouvernement travaille. Quand vous allez dans d'autres pays, je vous donne l'exemple des îles du Cap-Vert, tout le monde vous dit, nous avons l'ambition de devenir un pays émergent. Ils l'ont dit il y a 20 ans, moi j'étais témoin oculaire, aujourd'hui ils sont pays émergents et tous les Cap-Verdiens sont contents d'avoir réalisé donc cette prouesse-là. Je souhaiterais maintenant que les Congolais puissent avoir une vision partagée du développement du pays. Pourquoi nous devons travailler? Nous devons travailler pour sortir du sous-développement afin de devenir pays émergent en 15 ans. Ça, c'est ça que j'appelle donc la vision. Maintenant, au-delà de cela, nous devons avoir donc des politiques appropriées. Nous ne pouvons pas naviguer donc des politiques tantôt qui sont socialistes, tantôt qui sont communistes, tantôt on ne sait pas donc où on va. Donc nous devons avoir une vision bien spécifique, avec des institutions bien spécifiques, sous un leadership bien clair, un leadership politique, et en ce moment-là, on va mobiliser tout le monde pour réaliser l'objectif de devenir pays émergent en 15 ans. Mais il y a des économistes comme vous qui considèrent qu'il faut près de 100 ans, à la limite de 100 ans, pour que le pays et la RDC s'imaginent devenir un pays émergent. Comment vous réduisez le temps, en 15 ans, vous allez réaliser quel miracle? Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je ne suis pas simplement quelqu'un qui parle. Je suis un praticien. Je l'ai fait ailleurs. Je vais vous donner un exemple que tout le monde peut comprendre facilement. Okay. Quand nous avons les léopards de la RDC pour jouer au match de football contre, par exemple, le Libéria, on a besoin d'avoir un bon numéro 9 qui peut marquer les buts. Si vous alignez au numéro 9, Noël Tchani, Félix Tshisekedi ou vous-même, vous savez ce que nous allons récolter. On sera battu. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas spécialiste du secteur-là. Maintenant, si vous alignez Trésor Mputu, il va marquer les buts et les léopards vont gagner. Dans le domaine du développement, c'est la même chose aussi. On ne peut pas prendre n'importe qui et entendre ce qu'il dit comme étant la parole de la Bible. Vous avez affaire à un spécialiste de développement qui l'a fait ailleurs, qui sait que la RDC a toute une série donc de ressources naturelles, de potentialités qu'on peut utiliser pour développer le pays. Nous avons une grande population, 92 700 000 personnes que nous pouvons mobiliser pour se mettre au travail et développer le pays. Et nous avons une grande surface, 2 342 000 km². C'est comme un sous-continent. C'est comme la somme de l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Italie, la Grèce mises ensemble. Nous avons la masse critique. Avec tout ça, ces avantages comparatifs, si nous travaillons correctement, nous allons développer la RDC dans l'intérêt de tout le monde, et cela va se faire beaucoup plus rapidement que beaucoup de ces économistes des chambres-là donc le prédisent. Moi, j'ai considéré que 15 ans, c'est largement suffisant pour arriver donc à le faire. Alors, lorsque vous parlez de 90 millions d'habitants pour la République démocratique du Congo, mais vous oubliez de dire que la majorité, c'est des analphabètes. Donc, ça pose un problème de la qualité des ressources humaines capables de prendre en charge les questions de développement.
Vous avez totalement raison. Je sais que 92 700 000 personnes, donc nous avons des gens qui ne sont pas instruits comme on l'aurait souhaité. Mais ces gens-là, on ne peut pas dire donc qu'ils ne servent à rien. Ils peuvent être mobilisés pour que chacun travaille dans son domaine, avec son niveau d'expertise ou bien son niveau de connaissance. Et ceux qui n'ont pas de connaissances, on va les former sur le terrain. C'est pour cela que je propose, dans ce plan Marshall, par exemple, de mettre l'accent sur le développement des ressources humaines à travers l'accès à l'éducation de base. L'enseignement primaire et secondaire doit être obligatoire et gratuit. Et quand les gens vont à l'université, on doit leur donner des bourses d'études pour qu'ils soient en mesure donc de terminer les études universitaires correctement. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas étudier de cette façon-là, on peut les envoyer dans des programmes de formation à vocation professionnelle. Vous savez, j'ai rencontré les enfants de rue sur le boulevard du 30 juin. J'avais des larmes aux yeux. J'ai appelé ces enfants parce qu'ils peuvent se faire tamponner par des voitures, étant donné qu'ils courent tout le temps pour aller demander donc de l'argent. Je leur ai demandé, mais pourquoi vous faites ça? Ils m'ont dit, papa, si on ne le fait pas, on n'aura pas quelque chose à manger à la fin de la journée. Et je leur ai demandé, si je vous amène dans un centre de formation pour vous former afin que vous puissiez faire la menuiserie ou bien faire la couture des habits ou des travaux, des métiers de ce genre, est-ce que vous accepterez si à la fin de la journée, je vous paye par exemple 5-10 $ pour que vous puissiez donc survivre, manger à votre faim? Les enfants m'ont dit, papa, oui, nous acceptons. Donc, notre gouvernement doit travailler avec des institutions du secteur privé, avec des ONG, pour arriver à canaliser ces ressources humaines qui paraissent ne pas être instruites aujourd'hui, mais qu'on peut mettre dans des centres de formation et donner à chacun une formation appropriée afin que cette personne devienne utile d'abord à elle-même, mais aussi à tout le pays. Bon, vous avez commencé par identifier des obstacles institutionnels. Est-ce que vous avez terminé à identifier ces obstacles pour que nous puissions maintenant vous déployer par rapport au programme lié à votre plan Marshall? Oui, j'ai dit qu'il y avait 4 ou 5 choses qui ont cloué le Congo au sol depuis 1960. J'ai parlé donc du leadership politique qui a manqué des ambitions et qui a manqué de vision. J'ai parlé donc du manque de vision pour notre pays, de vision de développement du pays. J'ai parlé donc du manque d'institutions stables et crédibles pour soutenir le développement. Et enfin, je voudrais mettre l'accent sur le système de gouvernance. Nous avons un pays très riche. Nous avons 1100 minéraux métaux précieux différents, d'une valeur estimée à 38 000 milliards de $. Ce n'est pas acceptable que dans ces conditions, qu'on ait un budget national de simplement 5,9 milliards de $, à comparer par exemple à l'Angola voisin, qui a 66 milliards de $ de budget national, et à l'Afrique du Sud, qui a 125 milliards de budget national. Le problème chez nous, c'est quoi? La corruption, la prédation des ressources naturelles, le détournement des fonds publics, le clientélisme. Donc, si nous améliorons le système de gouvernance, nous allons capter les ressources publiques, les mettre dans le budget national, augmenter ce budget-là considérablement afin de financer le développement. Donc, c'est la combinaison donc, de ces facteurs-là, manque de leadership, manque de système de bonne gouvernance, manque d'institutions et manque de politiques appropriées. C'est cette combinaison qui a fait qu'aujourd'hui, le Congo est très sous-développé. Donc, si nous voulons développer, adoptons un plan qui arrive à résorber ces défis de développement pour que nous puissions faire mieux que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Le défi de développement face à la corruption devenu presque ce qu'on peut appeler le talon d'Achille pour le Congo. Effectivement, la corruption, c'est un problème dans notre pays. Et moi, je voudrais que nous ayons tolérance zéro à l'égard de la corruption. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Je voudrais qu'on lance une politique. D'abord, qu'on crée ce que j'appelle donc une brigade anticorruption. C'est-à-dire cette brigade-là va combattre la corruption, va aller derrière les corrupteurs et les corrompus. Nous allons par exemple publier un numéro de téléphone et créer un site web pour que toute personne, tout Congolais, quand il voit un cas de corruption, peut appeler ce numéro ou bien aller dans le site web, accuser la personne concernée. Mais une fois que vous êtes accusé, cela ne veut pas dire que vous êtes coupable immédiatement. Vous êtes présumé toujours innocent. On va envoyer les gens de la brigade contre la corruption qui vont pouvoir enquêter le cas. Et quand on trouve que les allégations sont sérieuses, on vous amène au tribunal. On va vous juger publiquement. C'est-à-dire que ça va passer en direct à la télévision. Tout le monde va vous connaître, tout le monde va savoir ce qui se passe. Une fois qu'on vous a jugé et qu'on vous a condamné, par exemple, à 5 ans, 10 ans, 20 ans ou 30 ans, vous allez rester en prison pendant toute cette période-là. Pas de pitié pour les corrompus, les corrupteurs. Mais quand vous sortez de là, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Ce qu'on va faire, c'est que vous ne serez plus autorisé à travailler dans l'administration publique. Vous ne pourrez plus jamais postuler pour les mandats électifs, c'est-à-dire être député provincial, national ou sénateur, ou même président de la République. Vous ne pourrez plus jamais soumissionner pour les marchés publics, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vendre des services ou des biens à l'État. En conséquence, vous allez rester comme un citoyen
qu'on va mettre en quarantaine. Je voudrais même aller trop loin, mais j'ai besoin de pouvoir entendre le point de vue des organisations des droits de l'homme. On peut même vous arracher votre passeport et la carte d'identité nationale ou bien la carte d'électeur. Et en conséquence, vous allez rester comme un citoyen dans le pays, mais qui n'a plus les droits comme tous les autres citoyens. Quand on va faire ça avec une personne, une deuxième et une troisième, croyez-moi, la corruption, la prédation des ressources naturelles et le détournement des fonds publics, ça va disparaître en quelques ans. Je vais vous dire une chose, c'est que le Nigeria a mis en place un système similaire. Pas exactement dans les mêmes termes, mais on combat la corruption sérieusement là-bas sous le président, il s'appelle comment? Le président Buhari. Par an, le Nigeria récolte entre 12 milliards et 15 milliards de dollars provenant de la lutte contre la corruption. La RDC est capable de faire la même chose. Et si nous le faisons, nous allons augmenter le budget national de 5,9 milliards de dollars aujourd'hui à, on peut même atteindre 75 milliards de dollars parce que ce pays a cette capacité-là. Mais j'ai établi une moyenne de 45 milliards de dollars par an sur une période donc de 15 ans. Mais M. Tchani, pour l'instant, l'économie congolaise est contrôlée par des expatriés. Vous imaginez amorcer le développement de la République démocratique sans les Congolais, parce qu'ils ne sont pas présents, ils ne sont pas au four et moulin, ils ne sont pas là où l'on est en train de décider. Je constate avec amertume que les Congolais ne sont nulle part et que tout se trouve dans les mains des expatriés aujourd'hui. Je regarde par exemple donc la FEC. La FEC, c'est la Fédération des employeurs du Congo. Des entreprises du Congo. Des entreprises du Congo. Et vous allez trouver que là-bas, dans le conseil d'administration donc de la FEC, il y a beaucoup plus d'étrangers d'ailleurs que les Congolais. Donc il y a un problème qu'il faudra que nous puissions régler pour arriver à soulever les Congolais, leur donner le soutien pour qu'on puisse créer ce que j'appelle la bourgeoisie nationale congolaise. Vous sortez donc de la FEC et vous arrivez par exemple à l'association congolaise des banques, l'ACB. Mais nous avons 20 banques commerciales, toutes les banques sont détenues par les étrangers. Conséquence, l'association professionnelle des banques est même dirigée par un étranger. Mais c'est très grave. Moi, je suis allé une fois. Je voulais me renseigner sur la situation donc, des banques ici. On m'a dit qu'il fallait que je puisse rencontrer le vice-président de cette association à l'époque, il y a 2-3 années. Je me suis retrouvé donc devant un Libanais. Mais moi, Congolais, je m'informe sur le secteur bancaire auprès des Libanais qui avaient une vision complètement différente à ce que moi, j'avais dans mon esprit pour quelqu'un qui veut que son pays puisse développer. Par exemple, ils sont tous favorables à la dollarisation. Moi, je suis contre la dollarisation. Et je vais vous dire pourquoi je suis contre la dollarisation. Pourquoi? La dollarisation, d'abord, ça fait échapper beaucoup de revenus, ce qu'on appelle des revenus de seigneuriage. Donc, du Congo, qu'on transfère subtilement donc, aux États-Unis parce que l'émetteur de la monnaie qui est donc le dollar gagne sur chaque dollar en circulation à RDC un certain bénéfice, un certain profit. Et ce bénéfice-là est transféré subtilement donc, aux États-Unis. Ensuite, la dollarisation ne permet pas à notre pays, à notre banque centrale, de concevoir et de mettre en œuvre une politique monétaire crédible. Quand on parle de politique monétaire, pour une banque centrale, c'est le contrôle de l'argent en circulation, le contrôle de la liquidité. Or, si vous ne contrôlez pas donc votre monnaie, si vous ne contrôlez pas la monnaie qui circule dans votre pays, vous ne l'avez pas fabriquée et vous n'avez aucun droit de pouvoir dire que vous voulez autant ou vous voulez augmenter ou diminuer. En ce moment-là, vous n'êtes pas à mesure de conduire la politique monétaire de votre pays. Conséquence, aujourd'hui, la Banque centrale est totalement désarticulée. Elle ne sert à rien aujourd'hui. Il faut la restructurer. Et il faut restructurer donc le franc congolais pour que cette monnaie-là devienne la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national, conformément à notre constitution. L'article 170 de la constitution donc dit ceci. Le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Mais est-ce que dans la pratique, c'est ça que nous constatons? Nous constatons que nous avons le dollar, nous avons l'euro, nous avons toutes les monnaies des pays voisins, le franc CFA, le kwacha zambien, le kwanza angolais, nous avons le franc rwandais, nous avons la monnaie ougandais, le shilling donc ougandais, ainsi de suite. Donc nous avons perdu le contrôle de notre souveraineté monétaire et nous devons rétablir cette souveraineté monétaire en réformant la Banque centrale, en réformant la monnaie pour avoir seulement le franc congolais qui soit utilisable par tous les Congolais sur l'étendue du territoire national. Vous n'imaginez pas qu'avoir toutes ces devises sur notre marché, que ça représente quand même tout de même un avantage. On a accès à ces devises sans beaucoup d'efforts. Non, pas du tout. Nous avons besoin de canaliser donc ces devises-là dans la Banque centrale, que ça puisse faire partie de ce qu'on appelle donc les réserves d'échange du pays. Et quand un de nous, un Congolais ou une Congolaise, a besoin d'utiliser donc les devises pour acheter à l'extérieur au consort, il passe par les canaux officiels pour avoir accès aux devises. On va avoir donc les lois d'échange
ou la réglementation d'échange qui permettent à chacun d'avoir accès à tout ce dont il a besoin pour faire ses transactions donc, en devises étrangères. Mais sur l'étendue du territoire national, nous devons respecter notre constitution en ayant simplement le franc congolais comme étant la seule monnaie qui circule dans notre pays. Tout à l'heure, vous avez émis l'idée de créer une sorte de bourgeoisie nationale, ce que les autres appellent la classe moyenne. Mais comment y arriver dans le contexte de pauvreté généralisée? Ceux qui sont censés produire ces richesses n'en ont pas. Les fonctionnaires mal payés ou sous-payés. Alors, où trouver de la richesse pour les Congolais? Je pense que nous devons d'abord mettre en place un bon environnement qui soit favorable au développement du secteur privé, pour que les Congolais qui veulent faire des affaires, qui veulent ne pas travailler dans l'administration publique, mais créer des entreprises, des petites entreprises, ainsi de suite, puissent avoir la facilité de le faire. Nous devons, au-delà de cela maintenant, au niveau gouvernemental, mettre en place des politiques de soutien, d'appui à ces Congolais-là qui veulent faire donc le secteur privé. Mais au-delà de cela, il y a des opportunités qu'on doit développer en mettant en œuvre une vision de développement telle que celle que j'ai conçue, le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Par exemple, la construction donc de routes et des autoroutes intégrateurs qui relient toutes les 26 provinces du pays. Cette construction peut être faite par des Congolais ou des entreprises congolaises et si les Congolais ne sont pas qualifiés pour pouvoir le faire, on peut exiger qu'il y ait donc des partenariats entre ces Congolais et les étrangers. Le temps pour les Congolais d'acquérir donc des compétences pour pouvoir être seuls à gérer donc ces projets-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire. La construction de ce que j'appelle les villes modernes à travers tout le pays. J'ai pensé qu'aujourd'hui, dans la configuration actuelle, le Congo continue à être comme un pays au XIVe ou XIIIe siècle. Quand on parle d'une ville, ce n'est ville que sur papier. Je voudrais, pour ne pas blesser les sentiments d'autres personnes, je voudrais utiliser l'exemple de ma ville natale de Ngandajika. Mais qu'est-ce qu'il y a en Ngandajika? Il n'y a ni route, ni autoroute, ni chemin de fer, ni l'eau potable, ni l'électricité, ni marché public, il n'y a rien. Ce que nous devons faire, c'est prendre Ngandajika. J'ai élaboré la carte de construction de Ngandajika moderne où on va avoir des maisons d'habitation modernes qu'on doit construire. Des maisons avec des briques cuites ou avec des briques en ciment, des blocs ciment, mais 3-4 chambres à coucher avec de tuiles au-dessus, avec de l'eau, de l'électricité, avec des services de télécommunications pour permettre à tout le monde de vivre correctement. Au-delà donc des quartiers résidentiels, on va construire une nouvelle cité administrative avec les bureaux du bourgmestre, avec les services d'état civil, avec la police, avec ainsi de suite, tous les services publics, des cours et tribunaux. Au-delà de cela maintenant, il faudra envisager de construire ce que j'appelle une zone d'exploitation agricole. Ngandajika, c'est une zone agricole. On va développer l'agriculture, pas en faisant l'agriculture à la houe, mais en mécanisant l'agriculture, en amenant des tracteurs, des engrais chimiques, des engins, ainsi de suite, pour produire plus. Et en produisant plus, on va recruter plus de gens qui sont au chômage, qu'on va mettre donc au travail. Au-delà de cela maintenant, il faudra qu'on puisse envisager une zone de ce que j'appelle industrielle, où il y aura des entreprises agroalimentaires qui vont acheter la production agricole pour pouvoir mettre ça dans des boîtes de conserve ou bien dans des sachets pour exporter vers d'autres provinces de la RDC. Et comment on va exporter? Grâce aux routes et aux autoroutes intégrateurs qu'on aura donc développées. Une fois qu'on aura cela, il y aura aussi une zone socioculturelle avec des centres commerciaux, avec des salles de sport, des salles de spectacle. En quelque sorte, on va créer en Ngandajika une petite ville qui ressemble à une ville européenne ou américaine. Et une fois que nous avons construit cette ville modèle-là, nous allons répliquer cela 244 fois à travers tout le pays, dans les 26 provinces du pays. En le faisant, on va créer beaucoup d'emplois, on va créer la classe moyenne. On va créer beaucoup d'emplois rémunérateurs pour la population congolaise. C'est très bien, mais il vous manque quelque chose. Vous n'avez pas le pouvoir. Vous n'êtes ni président de la République, ni premier ministre, vous n'êtes même pas au gouvernement. Comment vendre le plan Marshall de Tchani auprès des institutions nationales pour la prise en charge d'un dossier aussi volumineux? Comment ça va se passer? Quel type de transaction entre vous et les détenteurs du pouvoir? D'abord, je vous informe que le président de la République est bien au courant de ce plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Non seulement lui, je l'avais présenté à lui avant qu'il ne soit président de la République, je l'avais présenté au docteur Étienne Tshisekedi,
qui m'avait dit à l'époque, c'est ça la vision qu'il nous faut pour développer la RDC. Donc, et je l'ai présenté au chef de l'État pendant qu'il est président de la République encore. Et il a tous les 4 volumes du plan Marshall. Donc, s'il choisit de mettre ça en œuvre, je pense qu'il a sa vision, mais qui est conforme aussi au plan Marshall que je propose. S'il choisit de mettre ça en œuvre, il va trier ce qu'il pense est bon pour le peuple congolais et il va mobiliser les ressources pour arriver à mettre cela donc en œuvre. Mais justement, quel est le rôle que vous êtes disposé à jouer, justement pour faire la promotion de votre propre plan auprès des institutions? Je pense qu'il faudrait laisser au chef de l'État le choix de déterminer le rôle que chacun des Congolais pourrait jouer pour arriver à participer à la mise en œuvre d'une vision de développement comme celle-ci. J'aurais souhaité être Premier ministre parce que, en tant que Premier ministre, je pouvais avoir une mainmise sur toutes les structures gouvernementales pour mettre en œuvre cette vision. Le choix a été fait. Nous avons un Premier ministre à qui je souhaite bonne chance. Maintenant, il faut qu'on regarde donc ailleurs s'il y a d'autres rôles que nous pouvons donc jouer, non seulement à mon niveau, mais au niveau de tous les Congolais, pour être utiles donc au pays. Et donc, vous voulez l'intégration nationale à travers le chemin de fer, les routes, les autoroutes. Donc, nous revenons vers les chantiers des infrastructures, en quelque sorte. Non, moi je pense que les infrastructures ne constituent qu'un volet du plan Marshall. Le plan que je propose a pour mission, pour ambition, d'abord de créer un marché intérieur cohérent. Ce marché intérieur cohérent en reliant toutes les 26 provinces avec des routes, des autoroutes, des chemins de fer, des aéroports, mettre tout le monde ensemble. On est un grand marché et nous devons prendre avantage de cela. Une fois que nous avons réalisé cela, c'est pour cela que je suis allergique à l'idée de commencer la construction du pont entre Kinshasa et Brazzaville de façon précipitée avant qu'on ait réalisé l'intégration intérieure, l'intégration nationale. Pourquoi? Parce que le pont entre Kinshasa et Brazzaville va nous relier au petit marché donc, du Congo-Brazzaville de 3 millions d'habitants. Mais nous avons un marché de 92 700 000 qui n'est pas encore intégré, que nous devons intégrer avant de passer ailleurs. En plus de cela, si on ouvre cette route-là entre Kinshasa et Brazzaville, c'est qu'on va mettre en faillite la province du Bas-Congo, du Congo central. Pourquoi? Parce que cette province-là dépend du fonctionnement du port de Matadi aujourd'hui, qui n'est pas tellement compétitif et les coûts d'exploitation sont trop élevés. Il faut arriver à restructurer ce port-là pour qu'il fonctionne normalement, à construire le port en eau profonde des Bananas, qui soit comparable au port en eau profonde donc de Pointe-Noire, afin que nous soyons sur le même pied d'égalité. Parce que si on ne fait pas ces préalables-là, ce qui va arriver, c'est qu'on va mettre en faillite l'économie congolaise ici, surtout la province du Congo central, au profit donc du Congo-Brazzaville, et on va créer beaucoup de chômeurs en République démocratique du Congo qui vont commencer à aller à Brazzaville, d'où on les chasse d'ailleurs régulièrement. Donc nous devons en tant que pays penser 2 fois avant de pouvoir construire donc cette route-là, parce qu'il y a des préalables que nous devons d'abord mettre en place avant d'aller vers cette intégration. Les partenaires, notamment la BAD, l'Union africaine aimerait justement accompagner le Congo dans l'idée de construire le port en eau profonde à Banane. J'ai suivi l'annonce faite par le président de la Banque africaine de développement, que je connais très bien d'ailleurs, l'annonce qu'il a faite à partir de Brazzaville, sans avoir d'ailleurs, il aurait dû venir à Kinshasa aussi. Il s'arrêtait à Brazzaville et il fait l'annonce qu'on va construire. Donc, nous sommes un pays souverain. Ce n'est pas la BAD qui doit nous dire ce que nous devons faire. En tant que pays souverain, nous devons faire nos études à nous de faisabilité et déterminer est-ce que ce pont va nous être profitable à quel niveau et quels sont les préalables et quels sont les risques que nous prenons. Cette analyse-là, ce n'est pas la BAD qui va la faire. C'est nous, les Congolais, qui devons le faire, qui devons la faire. Alors, une fois que nous avons fait ça, j'ai compris que le pont va coûter à 550 millions de dollars. Et la BAD est disposée à contribuer 210 millions de dollars. Il reste un reliquat de 340 millions de dollars. Nous devons nous poser la question de savoir qui va financer ces 340 millions de dollars. Si la RDC doit y mettre, à supposer par exemple 100 millions de dollars, moi je dirais que nous avons d'autres priorités aujourd'hui qui sont plus prioritaires que le pont entre Kinshasa et Brazzaville. Faisons d'abord cette intégration intérieure, utilisons d'abord cet argent-là, peut-être pour construire une école, un hôpital, pour augmenter les salaires des fonctionnaires avant de pouvoir construire donc le pont entre Kinshasa et Brazzaville. Ça viendra avec le temps. Je suis un fervent croyant dans la dynamique de l'intégration régionale, dans la dynamique entre les pays africains. Mais dans cette dynamique-là, relançons d'abord l'économie congolaise,
créons de bonnes conditions pour le peuple congolais avant de penser pouvoir aller aider d'autres personnes en dehors de la RDC. Donc, merci beaucoup à la BAD, mais je souhaiterais que la BAD puisse aussi nous donner l'occasion de donner notre avis et de décider lorsque cela va être dans l'intérêt aussi donc, du peuple de la RDC. Et que votre cartographie de développement pour le Congo, vous ne dites pas combien. Vous avez juste élaboré l'espace, le temps, qu'en 15 ans, mais à quel coût? Oui, dans mon plan Marshall, le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, la mise en œuvre est évaluée à 800 milliards de dollars sur 15 ans. C'est beaucoup d'argent, mais croyez-moi, c'est beaucoup d'argent pour régler beaucoup de problèmes. Je ne veux pas qu'on fasse des réformes cosmétiques, c'est-à-dire des réformes qui, quand on les met en œuvre à la fin de la journée, on réalise que le problème n'a pas été résolu. Je donne l'exemple. Tous les jours, depuis que je suis à Kinshasa, il y a coupure d'électricité. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir que ça va prendre combien d'argent pour arriver à amener l'électricité en permanence dans tous les foyers, dans tous les ménages congolais à travers l'étendue du territoire national? Ça a un coût. Qu'est-ce qu'il faut, par exemple, pour amener la qualité de la population congolaise à un niveau éducatif tel que tout le monde sera comparable, par exemple, aux Allemands, aux Français, aux Américains? Ça a un coût. Donc, en faisant l'évaluation, et croyez-moi, j'ai de l'expérience à déterminer les coûts de projet pour l'avoir fait pendant plusieurs années, en travaillant donc dans une institution internationale. En faisant cela, j'ai déterminé que pour régler les problèmes de Congo de façon méthodique, il nous faut 800 milliards de dollars étalés sur 15 ans. La question doit être où trouver cet argent-là. Je vous dis que le Congo a beaucoup de ressources, sauf que ces ressources n'entrent pas dans le budget national. C'est pour ça que je suis indigné quand j'entends qu'il y a telle personne qui est impliquée dans des cas de corruption, mais qui continue à fonctionner dans l'administration publique comme si rien n'était. Nous devons traiter sérieusement les questions liées à la corruption pour récupérer cet argent, le mettre dans le budget et utiliser ça pour financer le développement. Donc les 800 milliards de dollars dans mon cas proviendraient d'où? Proviendrait en grande partie de la lutte contre la corruption et j'ai estimé cela à 45 milliards de dollars par an de budget national. Multiplié par 15, on va obtenir 680 milliards de dollars provenant de la lutte contre la corruption. C'est faisable parce que, vous vous rappelez, Luzolo Bambi, conseiller donc de M. Kabila pendant le régime passé, disait chaque année le Congo perd entre 10 et 15 milliards de dollars. Ça, c'est le Zolo Bambi dans un régime qui était déjà très corrompu. Mais moi, je vous dis que nous pouvons faire mieux que ça, aller jusqu'à 45 milliards de dollars par an. Maintenant, le reste proviendrait d'où? Des investissements directs étrangers qui sont évalués aujourd'hui à 3 milliards de dollars. On peut augmenter cela à 5 milliards de façon conservatrice. 5 milliards de dollars par an, multiplié par 15, nous avons 75 milliards de dollars provenant des investissements directs des étrangers. Maintenant, on va maintenir le niveau d'aide bilatérale comme la contribution de la BAD, de la Banque africaine de développement et d'autres institutions multilatérales ou même bilatérales. On va maintenir le niveau actuel de 3 milliards de dollars par an. Multiplié par 15, on a 45 milliards de dollars. Donc la somme de 680 milliards provenant des ressources intérieures, 75 milliards de dollars provenant des investissements directs étrangers et aussi des 45 milliards provenant d'aides bilatérales et multilatérales nous donne les 800 milliards de dollars dont on a besoin pour mettre en œuvre le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC de façon réussie. Vous parlez des ressources naturelles congolaises qui sont très mal connues des Congolais, pour lesquelles il n'existe pas suffisamment des études. Lorsqu'on dit on a autant de minéraux, on a autant de cela, c'est sur papier, mais ça se trouve où, comment les exploiter et comment les valoriser sur le marché national et international. Je voudrais d'abord, en ce qui concerne les ressources qui sont déjà connues, je voudrais qu'on change de philosophie de développement. Dans le passé, on a exploité nos ressources naturelles, on les a envoyées à l'étranger, à l'état brut, on a créé des emplois à l'étranger pour les étrangers et on a laissé le chômage ici pour les Congolais. Je souhaiterais que nous changions notre vision de développement pour transformer en produits finis et produits semi-finis les minéraux congolais pour créer des emplois pour les Congolais afin que on puisse régler donc les problèmes de salaire, de misère, du niveau de vie. Tout à l'heure, j'ai suivi donc des compatriotes qui parlaient du peuple d'abord. Ce plan ici met en avant le peuple congolais parce que tout ce que je vois, c'est créer des opportunités et des emplois et améliorer le niveau de vie pour le peuple congolais. Donc maintenant, au-delà de cela, en ce qui concerne donc les ressources qui ne sont pas encore connues, je souhaiterais que notre système éducatif soit revisité, revu, de façon à intégrer donc des connaissances qui peuvent être utiles au pays. Par exemple, il n'y a aucune école dans le Grand Kasaï sur le diamant. C'est impensable. 60 ans après l'indépendance, nous ne sommes pas à mesure d'étudier le diamant donc au Congo, de faire des études prospectives dans le Grand Kasaï pour faire
des études sur les réserves en diamant que nous avons, on doit faire venir des étrangers. Nous devrions changer notre système éducatif pour que les écoles soient orientées vers les connaissances dont on a besoin pour développer notre pays. Donc, investir dans l'éducation, dans la recherche et le développement, et cela va nous permettre donc de pouvoir faire ces études donc, et de déterminer exactement donc, le genre de minéraux et des ressources naturelles dont nous disposons et qui ne sont pas donc mises à contribution jusqu'à présent. De manière générale, le ministère de la Recherche scientifique, c'est un ministère qui est créé juste pour le besoin de placement des gens, de partage entre partis politiques. Lorsqu'on n'a pas trouvé quelque chose, bon, on ouvre une perspective pour le ministère des Recherches scientifiques. Je ne peux pas parler mal du ministère de Recherche scientifique parce que j'ai été bénéficiaire d'une bourse d'études qui m'était donnée par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique donc à l'époque. Et c'est cela qui m'a permis d'aller étudier en Belgique, en France et aux États-Unis jusqu'à obtenir mon doctorat. Je suis toujours reconnaissant à l'égard de ce ministère-là. Sauf que les choses et les temps ont changé. Aujourd'hui, je souhaiterais qu'on revienne aux basics, aux fondamentaux, pour que les enfants congolais puissent avoir les mêmes chances que moi j'ai eues en ayant donc ces genres de bourses d'études-là. Et je souhaiterais que le ministère puisse réorienter les ressources, non seulement le ministère, mais le gouvernement d'une façon générale, puisse réorienter donc les ressources pour mettre l'accent sur l'importance qu'on met sur le développement des ressources humaines à travers des allocations suffisantes donc à l'éducation primaire, secondaire, universitaire, mais également l'éducation à vocation professionnelle, mais également dans des recherches scientifiques qui pourraient être utiles au pays. Au regard de votre plan, nous avons 26 provinces. Quelle est la part des responsabilités que vous pensez que les provinces puissent jouer afin de rencontrer vos idées? Les provinces, toutes les provinces de la RDC doivent jouer un rôle important dans le développement du pays. Et d'abord, je voudrais dire que chaque province présente des avantages comparatifs énormes. Il y a des provinces qui sont riches en ressources naturelles, d'autres en potentialité touristique, d'autres en potentialité énergétique. Donc chaque province est particulière et on doit mettre à profit ces potentialités provinciales pour arriver à développer la RDC au profit de tous. Ça, c'est la première chose. Mais je voudrais aussi mettre l'accent sur autre chose. C'est qu'il y a des provinces qui sont plus nantis que d'autres. Ces provinces nantis génèrent plus de revenus. Il ne faut pas que nous puissions vivre l'égoïsme, l'individualisme. Nous devons développer un système de solidarité. Vous savez, nous avons un système aujourd'hui très décentralisé, mais beaucoup de provinces ont été brimées dans le passé. On ne leur donne pas de ressources pour arriver à se développer. Toutes les ressources, c'était Kinshasa qui s'en accaparait. Et on ne donnait rien pour les investissements dans des provinces. Je connais des provinces qui fonctionnent avec des budgets de 200 000 $ par mois. Mais c'est impossible donc de développer ces provinces-là. Nous devons rendre effectif ce que j'appelle le principe de rétrocession des ressources financières aux provinces pour leur permettre de fonctionner normalement, mais surtout rendre fonctionnelle ce que j'appelle la caisse de péréquation. La caisse de péréquation permet de développer différentes provinces, d'allouer des ressources à différentes provinces pour qu'elles puissent se développer au même rythme, qu'on ne puisse pas avoir des provinces qui se développent plus rapidement que d'autres provinces qui vont rester en arrière. Parce que si nous avons ce système de provinces qui avancent plus rapidement que d'autres, on crée donc de malaise social et on va aboutir au phénomène que nous avons aujourd'hui, où le Grand Kasaï a été brimé et tout le monde est venu maintenant à Kinshasa. Les enfants font donc le wewa par manque d'opportunités. Si vous voulez qu'ils puissent rester chez eux, qu'ils puissent donc se mettre au service de leur province, il faut créer de bonnes conditions dans ces provinces-là, mais également dans toutes les autres provinces de la RDC, pour que chaque Congolais se sente à l'aise à vivre chez lui correctement. Mais s'il veut venir ailleurs sur l'étendue du territoire national, il est chez lui de toutes les façons, il peut aller quand il le veut, mais il ne faut pas qu'il soit forcé par la misère de là où il était né, où il voudrait donc vivre donc le reste de sa vie. Merci, M. Noël Tchani Mwadjanvita. Je rappelle que vous avez été candidat président de la République pour la présidentielle de 2018 en République démocratique du Congo. Vous êtes économiste international. À ce titre, vous venez de nous présenter la première ébauche, s'il faut dire, de votre plan Marshall Tchani pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. C'est comme beaucoup d'idées. On ne peut pas en 45 minutes aborder toutes les questions de développement. Certainement, nous allons vous faire revenir sur le plateau de la RTNC pour davantage échanger, vulgariser, pourquoi pas, entre guillemets, vendre votre plan Marshall. À vous, chers téléspectateurs, nous disons merci pour tout l'intérêt que vous avez bien voulu accorder à l'émission Questions d'actualité. Nous sommes dans l'actualité et nous vous remercions pour votre expertise à notre émission. Nous disons merci et au revoir.